Alors la luette, je ne vais pas vous montrer ma luette, mais c'est le petit organe qu'on a au fond de la gorge et qui sert en fait à articuler les R notamment. Mais l'idée de passer derrière la luette, c'est de passer derrière un endroit que normalement nous ne franchissons pas. Et la question du spectacle derrière la luette, c'est qu'est-ce qui se cache derrière la voix? En particulier, j'ai imaginé, de même que quand vous voulez savoir ce qui se passe dans votre ventre, et ben vous allez faire des radios. Et j'ai imaginé que peut-être l'électronique nous permettrait de découvrir le mystère des voix. Et comment cela se passe concrètement? On va avoir tout à l'heure un petit extrait des répétitions. Et qu'est-ce qui se passe derrière la voix? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'une voix? Alors une voix, pour reprendre un moment du spectacle, je pourrais vous dire c'est un ventre qui souffle, deux cordes qui vibrent et une tête qui résonne. Et à partir de là, une voix, c'est aussi la force d'un squelette, l'énergie d'un souffle et toute une imagination. Donc c'est toute une personnalité qu'on trouve dans une voix. Vous savez bien que la voix de quelqu'un, c'est très difficile à décrire. C'est aussi quelque chose qui est immédiatement reconnaissable. Et c'est tout ce mystère-là qu'on essaye de percer. Alors justement en expérimentant et en recherchant différentes choses qu'on entend dans les voix. Avec les chanteuses qui font partie des Voix de Strass et un compositeur, Tom Mays, avec qui vous travaillez depuis un certain temps. Oui, nous avons fait une résidence de travail avec Tom Mays à Césarée, le Centre national de création musicale de Reims. Et c'était une résidence de travail sur une interaction entre l'homme et la machine, la chanteuse et la machine. Comment l'électro peut prendre le son de la voix, le transformer, le malayer, le décortiquer aussi de temps en temps. Par exemple, Tom a fait un programme où les chanteuses chantent et il n'y a que les consonnes qui sont reprises et qui se développent et qui font une espèce d'atmosphère et qui donnent, de temps en temps, on entend la résonance squelettique de la voix. Alors ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais vous entendrez aussi des morceaux chantés qui sont complètement lyriques. Par exemple, il y a un solo de musique arménienne qui est là, de la musique ancestrale, donc pas du tout dans la recherche pointue de Tom Mays. On a essayé de faire le pont parce que la voix, c'est aussi un instrument qui date des temps les plus anciens et qui certainement continuera jusqu'au temps de l'infini. Donc on a aussi montré certaines racines et on fait sentir aussi cette émotion qu'il y a dans les voix et qui se trouve aussi dans cette musique traditionnelle arménienne. Vous le disiez tout à l'heure, on a l'impression que la voix vient toujours de la bouche et du souffle. En fait, non, c'est tout le corps qui résonne. Ah bah oui, c'est la tête même qui résonne. Mais ce qui envoie l'impact, c'est le souffle, donc c'est le diaphragme. Moi je dis que c'est le ventre, c'est pas vraiment le ventre, mais c'est le diaphragme qui est un petit peu l'interface entre notre respiration et nos viscères. Et du coup, qui est un petit peu aussi la boîte noire de nos émotions. Toutes les émotions que vous avez s'inscrivent dans votre respiration et se traduisent dans votre voix. Et évidemment, votre voix va traduire aussi votre état psychologique et puis aussi votre culture, votre histoire personnelle et votre histoire du moment. Si vous êtes fatigué, si vous êtes énervé, si vous êtes énergique, toutes ces choses-là. Cette question culturelle, je trouve importante. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une chose qui est tellement innée. Et en fait, non, la voix, elle est culturelle aussi. Il y a des techniques en plus différentes d'une culture à une autre, des pratiques vocales différentes. Choses sur lesquelles vous travaillez depuis longtemps, là aussi, dans des répertoires différents et dans des cultures différentes. Alors, il y a évidemment des techniques de chant variées, comme vous le dites, mais même indépendamment du chant, il y a la voix dans la langue, selon la langue que l'on parle, ne résonne pas dans la même partie du corps. Il y a certaines langues qui font résonner l'arrière de la bouche, d'autres qui font résonner le devant de la bouche. Par exemple, si vous savez, les étrangers, pour imiter les Français qui parlent, ils font tu 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 tu. Apparemment, on a une voix très pointue quand on parle français. Et dans d'autres langues, c'est différent. Oui, alors les Russes, ils ont la voix plus engorgée. Les hispanophones, ils ont des voix très perchées vers le haut de la tête. Les Anglais ont des voix mélodiques because they English language. Et il y a des tas de mélodies comme ça. Donc chaque langue a un petit peu son matériau. Et d'ailleurs, le bébé qui naît,
Il a le palais complètement mou. Et c'est la langue qu'il va parler, qu'il va se mettre à parler. Il va essayer tous les sons possibles. Il va voir qu'est-ce qui réagit, à quoi sa maman ou son papa vont réagir. Petit à petit, il va choisir les sons qui réagissent à son entourage et son palais va se modeler sur les sons qu'il va parler pendant les premiers mois de sa vie. J'en reviens au spectacle. Vous avez travaillé à partir des compositions de Tom Mays, à partir d'improvisation aussi avec les chanteuses, à partir d'improvisation et de choses que vous imaginez vous dans la composition? Alors il y a un autre élément très important dans Derrière l'Aluette, ce sont des interviews que j'ai faites sur la voix dans le cadre de l'émission Vocaleidoscope. Et pour cette émission, j'ai rencontré une trentaine de personnes, tout profil confondu, des hommes, des femmes, des gens connus, des gens pas connus. Alors j'ai rencontré un avocat, un homme politique, un médecin, un instituteur, une dame du monde, des enfants des écoles, vraiment une trentaine de personnes diverses. Et je leur ai à chaque fois posé 4 questions. Si votre voix était une matière, est-ce qu'il vous reste des voix en mémoire ? Est-ce que votre voix vous a un jour trahi? Et quelle est votre chanson? Et des réponses de ces personnes, j'ai fait des petits tricots en mélangeant leurs réponses. Imaginez vous êtes assis dans un café et vous entendez des personnes qui discutent autour de vous et qui disent les réponses à ces questions. Alors, par exemple, à un moment on entend une qui dit « Ah, si c'était une matière, moi ce serait plutôt une balle de coton. Oh, oui, ce serait une matière textile. » Et blablabla, et blablabla. Et ça fait comme des petites respirations qui viennent rythmer le spectacle. Il y en a 7 en tout. Et qui font des contrepoints entre la parole des gens et puis cette musique très pointue de Tom Mays et le répertoire plus populaire et plus large qui complète le spectacle. Vous imaginez bien que c'est tentant de vous demander de répondre à ces 4 questions, Catherine Bolsinger? Alors ça c'est... Oui, alors si c'était une matière, on m'a déjà posé cette question et finalement la réponse que j'avais donnée spontanément c'est je pense que ce serait un abricot. Parce que c'est doux dessus, mais il y a un noyau dedans. Après, les voix que j'ai en mémoire, bien sûr j'ai des voix en mémoire et je les ai en fait sans doute collées à des expressions, notamment des personnes qui ne sont plus là, et où je garde certaines... Quand je veux me souvenir de leur voix, c'est pas facile de se souvenir de la voix de quelqu'un. Et ben, par exemple, j'ai une de mes tantes que j'aimais beaucoup qui disait « Oh, c'est formidable !» Et quand j'entends cette phrase, j'entends sa voix avec et je la retrouve immédiatement. Est-ce que ma voix m'a trahi? Bien sûr, elle trahit notre émotion et elle trahit, bien sûr, c'est ça qui fait sa richesse d'ailleurs, sinon ce serait pas drôle. Et ma chanson, c'est difficile parce qu'on en a plein des chansons. Donc là, il faudrait que je réfléchisse trop longtemps. D'où vient cette passion pour la voix, vous qui dédiez votre vie à travers Voix de Stras, à travers le chœur philharmonique de Strasbourg et d'autres expériences? D'où vient cette passion pour la voix humaine, l'entendre et la pratiquer? Alors, je ne sais pas, il y a certainement plusieurs réponses. J'ai grandi dans une famille où on chantait. Mes parents étaient psychanalystes, donc passaient leur temps à écouter les voix, peut-être ça joue aussi. Et je crois surtout en fait que j'adore rencontrer les gens et j'adore écouter leurs histoires, imaginer leurs histoires aussi, comprendre les aventures humaines des uns et des autres. Ça c'est en fait plus que la voix en tant que telle, c'est les personnes qui me passionnent. La voix comme la chose la plus intime de l'autre. Et aussi la voix, elle se fabrique pas. Finalement, quand vous me parlez, vous pensez d'abord à ce que vous dites, vous ne pensez pas à votre voix. Mais votre voix, elle complète le message, de même que votre visage d'ailleurs. Et voilà, donc la voix, elle est cette espèce de... Puis elle est toujours fluctuante, c'est jamais figé une voix. Ou alors si c'est figé, c'est que ça dit quelque chose, justement. Et c'est ça que je trouve infiniment passionnant. J'imagine que travailler au sein d'un ensemble comme les Voix de Stras, c'est justement la force de la rencontre à plusieurs aussi. Ah bah oui, il faut dire qu'elles sont fantastiques parce qu'elles sont, elles sont d'excellentes chanteuses, mais elles ont aussi cette particularité qu'elles sont cosmopolites. Puisqu'une de nos chanteuses est arménienne, une est slovaque, une est américaine, une est allemande et 2 sont françaises.
Et cette espèce de mélange d'histoire, de culture, il y en a quand même 2 qui ont grandi de l'autre côté du mur de fer et une dans une culture américaine. Quand ça se rencontre, ça fait quand même une espèce de côté cosmopolite que j'aime beaucoup. Et aussi on trouve le fil de notre rencontre à travers les chansons, à travers les musiques, avec cette passion commune de la voix qui nous habite toutes. Donc on garde cette intensité juste avec moins de son. Donc c'est... Et voilà, on peut plus... Quand on fait plus de son, bientôt on va plus bouger des lèvres et on peut plus garder des yeux ouverts, et donc tout ferme et on reste immobile, sauf respirer tranquillement par le nez, si vous n'avez pas le nez bouché. Ok. On reprend page 6 si tu veux. Ouais. Donc je pars à 50 et j'accélère. Alors, attendez, je vais essayer de voir si ça va marcher. 50 Yes. Non, à 50. 55. 55. Non, tempo 50. C'est pas la mesure 50. Ok. Bon. Ok. Allez-y. Ce chant, il vient juste après un passage où on entend des conversations radiophoniques de personnes qui parlent des belles voix. Qu'est-ce que c'est une belle voix? Et alors, à un moment, il y a quelqu'un qui dit une voix, c'est quelqu'un qui raconte plein de choses. Une voix, c'est quelqu'un qui raconte votre enfance, vos souvenirs. On entend quelqu'un qui fait oh, mon enfance. Et puis ça reprend la conversation. Puis à la fin, il y en a un qui dit oh, moi, j'adore les voix graves parce que dans ces voix graves, on entend, il y a comme une petite douleur dans la voix. Et si on entend la voix, elle raconte une histoire. Ide
Katineeni lätjäpätjä läpätjä, yltökielinen kassarokva jääränyävyt minta rohka lätjäpätjä läpätjä. Hallottaa hoiti lätjäpätjä, nämä on ja, miksi ole lätjäpätjä, lätjäpätjä, hallotlaan. Bärki ingerokkoja ja lätjäpätjä läpätjä, jukat vägnakköse piime kytysi kaahaselibe jai, jai. Jai, lätjäpätjä läpätjä, läpätjä. Julineeni, Katineeni, lätjäpätjä läpätjä, yltökielinen kassarokva jääränyävyt minta rohka lätjäpätjä läpätjä. Julineeni kassarokva jääränyävyt minta rohka lätjäpätjä Et là, normalement, il y a l'électron qui s'ajoute. Ah, bon, oui. Voilà, c'est ça que je... le premier, c'était un Bartók, et le deuxième, c'était un Ligeti, et 2 pièces en hongrois. Le deuxième, c'est les commères. Si vous aviez pas compris. Et l'électronique, c'est juste derrière nous, c'est Tom Mays. Absolument. Comment vous travaillez avec les voix de Strass sur cette composition? De mieux possible. On s'est beaucoup vu depuis pas mal de temps. C'est un long processus. Mais c'est magique aussi de voir ce qu'elles font avec ce que j'imagine et où est-ce qu'elles arrivent à l'amener. Donc c'est très bien, c'est un grand plaisir. Le travail de la voix humaine avec le travail de l'électronique. Oui, il y a énormément de possibilités. Déjà, la voix humaine, c'est l'instrument le plus souple au monde. Et si on ajoute une machine qui peut faire en principe tous les sons, on a des combinaisons qui sont absolument incomptables. Et donc, on arrive à peine à entendre le début. Donc, il y aura plein d'autres choses qui vont se faire. Mais la voix est faite pour l'électronique. Autant qu'elle est faite pour être seule, elle est aussi faite pour l'électronique. Alors, c'est vraiment pas prévu, cette interruption dans vos répétitions, mesdames, mais je vais me permettre de poser la question à chacune d'entre vous, justement sur ce chant et le travail de la composition avec l'électronique. Je préfère la voix chantée que la voix parlée. Donc je transmets la parole. Cette combinaison de la voix et de l'électronique, c'est quelque chose de nouveau pour nous. Donc on découvre aussi et on se fait plaisir quelque part. Et moi j'aime particulièrement la surprise de ce qui va sortir des baffles, de ce qui se passe tout autour, alors que moi je pense faire un certain son ou une certaine résonance et tout d'un coup il y a un autre truc qui arrive. Alors ça peut être une note décalée ou ça peut être une consonne qui n'est pas tout à fait la même parce qu'elle est plus appuyée ou elle est plus de reverb, et donc du coup je suis surprise, je fais quelque chose et j'entends autre chose, et ça c'est drôle. C'est vraiment drôle. C'est une manière d'improviser avec des textures et avec des sons qu'on n'a pas forcément au naturel et qui apparaissent là et qui nous donnent une nouvelle matière avec laquelle travailler. Et par là, c'est aussi une très très belle manière d'être dans le temps présent et d'en profiter et de le vivre avec nos voix. Et c'est déjà très très beau quand on pense qu'on est juste aux répétitions de derrière la luette. Je vais m'approcher de la plus silencieuse de ces répétitions, Cécile Gerbrand. Vous avez travaillé sur la mise en scène, sur la mise en espace de ce concert voix électronique, lyrique électronique. Là, vous êtes très silencieuse pendant les répétitions, vous vous imprégnez de la musique, vous commencez à spatialiser déjà un petit peu les déplacements sur scène, ce que peut être la lumière, ce que peut être le déplacement des corps.
Oui, parce que là, pour l'instant, ces pièces-là avec Tom, c'est la première répétition avec lui, donc je les découvre vraiment. Donc effectivement, je laisse la place aux chanteuses et à la musique, parce que j'aime bien travailler à partir de leurs propositions. Et donc, il faut aussi que j'écoute ces pièces mélangées avec les voix, parce que j'avais entendu qu'une maquette où c'était des voix artificielles, donc ça générait pas du tout le même imaginaire. Et après, je vais laisser décanter, parce que voilà, ça m'a apporté un grand imaginaire. Je trouve que c'est ça la force de la musique contemporaine. Finalement, on a l'impression, enfin, c'est pas du tout mon univers, hein. Moi je suis clown, metteur en scène, comédienne, donc c'est pas du tout mon univers et ma spécialité. Mais la musique contemporaine, elle a souvent cette réputation d'être difficilement abordable, un peu comme ça, on reste à la porte, c'est pas notre monde, et je trouve qu'au contraire, elle est forte quand elle génère beaucoup d'imaginaire, et on ne s'en rend pas compte, mais par exemple, au cinéma, il y a beaucoup de musique contemporaine que les gens n'y font même pas attention, parce qu'ils sont tout de suite en projection sur un imaginaire. Et là, la pièce de Tom avec les souffles et tout ça, moi j'étais en haut d'une dune battue par les vents. À un moment, je me suis retrouvée dans une salle d'accouchement, dans une chambre à coucher, parce qu'il y a beaucoup de sensualité aussi. Et donc, ça fait travailler beaucoup de choses. Et à partir du moment où on n'a pas d'a priori et qu'on se laisse complètement gagner, en fait, je trouve que après chacun se raconte une histoire, comme dit un des interviewés sur les boucles sonores. Une voix, une musique, ça raconte une histoire, mais c'est pas que celle de ceux qui la font, c'est aussi l'histoire de ceux qui l'écoutent, qui la racontent, qui se la racontent en fait. Eux la racontent et nous on se la raconte. Voilà. Et c'est cette rencontre-là entre nous, tellement d'univers différents, qui, je pense, va faire une alchimie qu'on sent déjà très excitante. Merci beaucoup, Tom. Vous êtes dans une salle d'accouchement aussi par moment. C'est la force. Chacun se raconte son histoire. Donc voilà, je ne sais pas quoi ajouter, mais si ça inspire de l'imaginaire, je suis très heureux. Voilà. C'est la force de la musique, comme c'est la force de la poésie, d'ouvrir effectivement des propositions. Et la voix, c'est ce qu'il y a de plus humain. Et on voit aussi, ce que disait Cécile Boegerbrandt tout à l'heure, c'est vrai que la réputation de la musique contemporaine est d'être extrêmement sérieuse, difficile d'accès, alors qu'il suffit de s'installer dans une salle, de laisser tomber les a priori, d'écouter et de ressentir. Exactement. Merci vraiment d'avoir accepté qu'on vienne se glisser ici pendant vos répétitions. Toi, toi, toi pour la première. On prend. À très bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.